bilan, mon pépère? Allez, l'équipe sur plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien bonjour à tous pour un nouvel épisode de Chasse Patate, nouvel épisode qui sera consacré ce mois-ci normalement, au mois de février. On s'était donné rendez-vous au mois de janvier pour faire un petit bilan des courses qu'il y avait eu en début de saison. Le mois de février est terminé, il est l'heure de faire pareil, même si là le programme est beaucoup plus massif, tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de courses dans ce mois de février. Alors pour m'accompagner, un effectif réduit. Alexis, tu es là? Bonsoir. Voilà, et Kenan. Et ouais, je suis là aussi, bonsoir. Donc voilà, nous sommes que 3, voilà, donc ça va nous permettre... en même temps, vu le nombre de courses qu'il y a, c'est peut-être pas forcément un mal. Donc, d'accord, alors comment ça va se passer? Donc au programme, toutes les courses de février, ce qui en fait un sacré nombre. Donc on va évoquer course par course ce qui s'est passé, donc les résultats. Et de temps en temps, on va s'arrêter sur quand il y aura des choses à dire et quand mes collègues auront des observations à faire. Pertinentes de préférence, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas forcément gagné, je sais, mais concentrez-vous. On va essayer. Voilà. On ne peut rien assurer. Alors, tout d'abord, le mois de février va pas commencer en février. En fait, l'émission va commencer au fin du mois de janvier sur des courses qu'on n'avait pas forcément évoquées sur le mois précédent, à savoir, par exemple, le trophée au Mallorca, donc 4 classiques d'un jour qui ont été remportés 2 fois par Greipel, une par Cancellara et une par Brambilla. Également le Grand Prix de la Marseillaise, qui est en toute fin de mois de janvier, qui ouvre le bal de la saison cycliste française. Enfin, qui ouvrait le bal, puisque maintenant le trophée au Mallorca commence un jour avant, je crois, ou quelque chose comme ça. Cette année, sur le Grand Prix de la Marseillaise, c'est Devenins qui a gagné... devant Pinot, qui se fait encore une fois battre au sprint, dans un duel. Même si sur le tour... Qui est prêt très tôt dans l'année quand même. Oui, d'ailleurs, il a montré sur d'autres courses qui n'étaient pas mauvais, notamment la course qui a suivi directement en France, à savoir l'Étoile de Bessèges, où il termine 3ème du classement général derrière Galopin et surtout Coppel, qui gagne le contre-la-montre finale et qui du coup s'empare du général. Ouais, Coppel et Chavanel qui gagnent, franchement, c'est des belles courses. C'est pas arrivé depuis un bout de temps. Ah ouais, mais Coppel, qui depuis son titre, enfin pas son titre, oulala, je me suis emballé, depuis sa belle place au dernier championnat du monde contre la montre. Il était titré quand même en France. Oui, après il avait été titré en France, ouais, sur le contre la montre, ouais. Donc voilà pour l'étoile de Bessèges. Il y a également eu toujours des courses en Océanie, dans la continuité du Tour Down Under. Donc on a eu la Cadel Evans Great Ocean Road Race, un très très long nom pour finalement une victoire de Kennock qui bat les sprinters. Et les Ralston Tour, donc course par étape, remportée par Froome devant son équipier Kennock. Voilà, alors cette bonne campagne océanienne de Kennock qui fera plaisir à JB, parce qu'il voyait en Kennock un futur grand espoir du cyclisme mondial. On attend toujours. Voilà, bon. Ah mais c'est pas le seul. Ouais, oui. Il y a 5-6 ans aussi. Bon là, vous serez content de savoir que là, il a battu des coureurs comme Hawson, donc c'est de bon augure pour la suite, j'ai envie de dire, pour son futur glorieux. Les courses en Europe, donc avec pas mal de courses également du côté de la péninsule ibérique. Donc la Volta à Valencia d'abord, que Poels a gagné. Alors est-ce que je prononce bien Poels, c'est toujours un Pouls, ouais. Très bien. A gagné devant Luis Leon Sanchez et son équipier Inchausti. Et d'ailleurs, la première intervention que je voudrais vraiment sérieuse de votre part, concentrez-vous. Est-ce que Pouls peut vraiment considérer avoir un rôle de leader chez la Sky, ailleurs que sur vraiment des courses de seconde zone comme la Volta à Valencia? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis? Il a quand même gagné devant des grands noms entre guillemets comme Izagirre, Chosti, Sanchez, Haru, Koenig, Martin, mais bon, après c'est très tôt dans l'année, on ne sait pas s'il est plus en forme, si c'était prévu pour lui d'être en forme à ce moment-là par rapport au leader qui se prépare encore, on verra. Après de là à avoir une grande place de leader, non, mais bon, un sacré bon lieutenant quand même. Ouais, alors j'ai listé vite fait la Sky, c'est quand même une armada. Il y a Froome, bien sûr, Henao, Thomas, Landa, Koenig, Kwiatkowski. Donc il y a quand même un beau paquet de coureurs devant lui. Et même Inchausti, qui termine 3ème de la course, là, qui peut lui aussi, qui a un petit peu d'ailleurs le même profil qu'un Pauls, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Kenan? Moi je pense que Paul n'a aucune chance d'avoir un vrai rôle de leader sur des grosses courses, parce que pour les grands tours, il y a déjà 3 gros leaders. Il y a Froome, Koenig et Landa. Puis même pour les courses plus vallonnées, donc la spécialité de Pouls, il y a Kwiatkowski qui a été champion du monde, Et Nao? Il y a plusieurs très bons coureurs dans le genre, ouais, Nao aussi. Donc Pouls, je pense qu'il va rester dans un rôle d'équipier pour le moment, peut-être leader sur des courses espagnoles, tout ça, parce que le profil lui correspond, mais pas plus. Ouais, et puis même dans ton équation, tu oublies Thomas, qui est aussi une sacrée carte. Aussi, ouais.
Et la Volta à Valencia qui a vu briller un coureur qu'Alexis avait cité en tout début de saison dans la présentation des équipes. Alors je te laisse dire son nom, puisque moi je vais pas me lancer dans ça. Ouais, bah, j'hésite à me lancer aussi. C'est Groenewegen, voilà. Voilà. J'avais annoncé comme la révélation de l'année, enfin l'une des révélations de l'année, enfin mon pari. Et pour l'instant, il s'en sort bien. Il a gagné une victoire au Tour de Valence, justement, donc devant Bouhanni quand même, ce qui n'est pas rien. Après, il s'en sort quand même, puisqu'il fait aussi plus tard dans la saison 4 de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 6 du Samyn, et là, très récemment, il a gagné une victoire sur les 3 jours de je ne sais plus quoi. De la Flandre occidentale. Voilà. Mais voilà. Donc pour l'instant, il s'en sort, il gagne bien, il ramène des victoires à la loto, tout se passe bien. Je suis bien content qu'il gagne en tout cas. Ok, ok. Euh, du côté ensuite, alors fou là, il y a pas mal de courses aussi qui ont lieu du côté des pays arabes, du Golfe Persique, avec, alors il y a Dubaï, il y a Qatar, il y a Oman. Alors tout d'abord Dubaï, qui a vu le retour de Kittel au premier plan après une année vraiment pourrie par une maladie, il me semble que c'était ça. Qu'il Ouais, avait vu tout simplement faire une saison complètement blanche où il a quasiment pas couru. Là, il gagne 2 étapes et le général. Au général, il gagne devant Nizzolo et Lobato. Lobato qui a également gagné une étape, et il y a Viviani aussi qui avait gagné son étape. Donc voilà, Kittel is back. Qu'est-ce que vous en pensez, Kenan? Bah, c'est un des meilleurs sprinteurs du monde, peut-être le meilleur, et c'était dommage l'an dernier de quasiment pas l'avoir vu à cause de sa blessure, sa maladie. Donc bah, maintenant, je pense qu'il a surtout envie de gagner, de retrouver la confiance et de faire une bonne année. C'était pas dit qu'il arrive à revenir aussi fort, aussi vite, parce que quand même, Kittel, passer d'une saison blanche à gagner dès le mois de février, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Ouais, mais finalement, sa saison blanche, c'était pas dû à son manque d'entraînement, hein, dû à sa maladie. Parce que il a été malade, on sait pas s'il s'est entraîné, il est revenu direct après et il a pas forcément réussi. C'est compréhensible aussi en fait. Oui, c'était compréhensible, mais c'est dur de s'en remettre. Enfin, une Ah année oui, blanche quand t'es un coureur assez jeune, mais ça d'accord, fait quand même d'accord. lourd, quoi. Puis bon, il a changé d'équipe, donc c'était pas simple de se remettre directement dans le chemin. Et puis il a réussi à gagner 2 fois direct. Surtout qu'il C'est- il a gagné aussi 2 étapes en Algarve. Donc il s'est pas juste contenté de gagner le Dubai Tour avec 2 étapes, il y a aussi 2 étapes en Algarve. Notamment face à. Il y avait Greipel qui était aligné sur la course au Portugal, donc alors c'est un peu plus tard dans le mois de février, mais là aussi il prouve encore une fois que il est de retour. Et puis vous dites que c'est pas comme si il avait fait une saison blanche à cause d'une blessure, mais une maladie ça peut aussi influer sur l'entraînement et du coup il peut perdre également pas mal de niveau. Oui, oui. Non, là c'est assez fort ce qu'il a fait. Hmm, je suis d'accord. Ok, bon on peut passer du coup au Tour de Qatar, on va rester dans la même région géographique disons. Tour du Qatar qui a été gagné par Cavendish, devant Christophe et Van Avermaet. Cavendish qui a gagné une étape, Christophe qui en a gagné 3, et Hagen qui en a gagné une. Alors sur le Tour du Qatar, il me semble que c'est un contre-la-montre. Mais Hagen, alors on va pouvoir en revenir dessus parce que Hagen c'est un coureur qu'on n'a pas vu qui a été promis un énorme avenir et qu'on n'avait plus vraiment vu depuis pendant quelques années quand il était chez Sky parce qu'il était réduit un petit peu à un rôle d'équipier et qu'il a chez Dimension Data vraiment en revit. Bon là il gagne un contre-la-montre sur le Tour du Qatar, mais il a également gagné 2 étapes au sprint cette fois-ci à Oman. Donc Hagen qui se remet à faire des sprints, où est-ce que vous pensez que ça peut aller? Jusqu'à quel niveau ça peut aller? Alexis? Bah déjà, sans, je crois que c'était une chute ou une crevaison il me semble. Enfin bref, c'était un accident mécanique. Sans ça, déjà, il aurait gagné le Tour du Qatar. Donc déjà, chapeau à lui parce que ça fait un petit bout de temps qu'il n'avait pas gagné. Après, s'il se sent aussi bien dans cette équipe, que ça peut permettre de réévoluer, c'est tant mieux. Mais même s'il a sa chance, je pense que Cavendish va peut-être plutôt en profiter pour le mettre dans son train et lui permettre de jouer la victoire plutôt. Enfin, je sais pas, je pense qu'il sera encore bridé encore un petit peu, sauf sur certaines courses. Ouais. Puis il a un profil aussi qui peut lui permettre de devenir sprinter quand justement les finaux, le final est un peu accidenté, quoi. Chose que Cavendish n'aime pas forcément. C'est ça. Mm. À voir. Rien à rajouter sur le phénomène norvégien? Bah, je suis assez d'accord avec Alexis, mais enfin, il y a une grosse équipe pour le sprint chez Dimension Data, donc se faire une place, ça va pas être simple. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et puis Cavendish, donc il gagne le Tour du Qatar, mais qui a pas forcément passé un très bon mois parce que au final, il a qu'une seule victoire d'étape. C'est un petit peu décevant pour quelqu'un de son standing, mais bon, après c'est que le début de saison. Bah, ça confirme quand même que c'est plus le meilleur. Que maintenant, il y a Christophe, peut-être Kittel, Greipel devant lui. Et ça va être compliqué aussi pour lui de gérer ça. Ouais.
Alors toujours, ben, je vais faire les courses dans l'ordre. Je vais rester sur le Tour de Le Mans, comme ça on va faire course par région. Tour de Mans donc qui a été gagné par Nibali devant Romain Bardet et Jacob Fuglsang. Romain Bardet qui est en forme très tôt dans la saison. Bah, comme Pinot en fait. Ouais, décidément Ouais. les Français ont décidé de se lever tôt en 2016, ouais. Ça Euh, change. et 2 victoires de Christophe. Alors, on vient de faire le Tour du Qatar où il en a gagné 3. Là, il en a gagné 2. Christophe, qui a l'air vraiment aussi fort que l'an passé, où il avait fait une première partie de saison assez hallucinante. Puisqu'il fait également deuxième du Kurn Bruxelles Kurn, qui viendra plus tard dans le mois de février. Donc, vraiment, il a l'air affûté comme jamais. Et franchement, un mec à suivre pour les Flandriennes, même s'il s'est un peu raté sur Letnesblad. Enfin, il a pas été dans le bon coup, tout simplement. Mais est-ce que vous pensez que Christophe va faire au moins une aussi bonne première partie de saison que l'an passé, avec où il avait gagné le Tour des Flandres, il me semble? Quelque chose comme ça. Il avait gagné le Tour des Flandres, ouais. Après, l'an dernier, surtout, il avait bien perdu en niveau. Et sur le Tour de France, tout le monde s'attendait à ce qu'il écrase tout. Il n'avait rien gagné. Donc bah là, il a l'air assez parti. Enfin, il a l'air parti dans les mêmes standards que l'an dernier. Et après, bon, le truc, c'est que c'est un risque parce que finalement, ça fait qu'il mise toute sa saison sur une ou deux classiques. Ouais, Et que alors, s'il passe à côté, il sera cuit pour le reste de l'année. ouais, c'est vrai que l'an passé, forcément. Il y en avait. Moi, je me rappelle que quand même, Christophe, je l'avais un peu annoncé que sur le Tour de France, il serait peut-être pas aussi fort parce que vu l'énorme début de saison qu'il avait fait, au bout d'un moment, ça allait se payer au niveau de sa forme, quoi. Mais après, s'il refait la même chose, c'est que ça lui. Bon, déjà, c'est parce que ça lui a réussi l'année dernière. Il a engrangé quand même pas mal de victoires. Mais là, il a peut-être eu le temps de régler, je sais pas, par exemple, quelques réglages. Il va un peu mieux se préparer et peut-être qu'il sera une meilleure saison. Moi, je pense qu'il fera encore mieux que l'année dernière. L'an passé, Après, je vais me il était tromper. arrivé au départ du Tour de France avec une quinzaine de victoires en poche, donc c'était quand même pas mal du tout, hein. Voilà, peut-être qu'il n'aura un peu moins, mais il va en gagner plus sur le tour ou quelque chose. En plus, c'est quand c'est cette année les championnats du monde au Qatar. Non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, Donc, ouais. faut pas qu'il oublie ça aussi. C'est une grande opportunité pour lui. Donc, et à mon avis, il va essayer de mieux gérer sa saison et ça passera mieux. Alors, si on compare par rapport au temps de passage de l'an passé, c'est quasiment la même chose pour Christophe. L'an passé, il avait gagné 3 victoires sur le Tour du Qatar et une sur le Tour de Le Mans. Là, il a fait 3 sur le Qatar et 2 sur Le Mans. Donc, il est limite même un petit peu mieux. Donc, ouais, effectivement, c'est 2 saisons qui se ressemblent beaucoup pour Christophe, ouais, le sprinter de Katusha. Euh, Course suivante du mois de février. Parlons, je sais même pas vraiment si on va vraiment développer. Le Grand Prix Costa degli e Trucci, une des premières classiques italiennes de la saison, qui se termine souvent au sprint et qui a pas dérogé à la règle cette année, avec Victor De Bolle devant Gavazzi et Ulissi, qui a quand même fait un très 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 bon mois, lui aussi Ulissi, qui s'est placé sur pas mal de courses. Lui aussi fait un bon début de saison. À la suite de cette course, on a également en France la Méditerranéenne, le Tour méditerranéen qui a changé un petit peu d'appellation. Donc la Méditerranéenne, remportée par Grifko devant Ladanius et Backlands. Donc ça a un peu changé également au niveau du profil, parce que pour que Grifko gagne, c'est qu'il n'y avait pas le Montfaron. Ouais, je crois qu'il a gagné en échappée, lui. Oui, Enfin, il n'y oui, avait pas le Montfaron, de toute façon, mais... oui, voilà, il a gagné en échappée, et le lendemain, c'est Backlands qui a gagné, et qui s'est replacé au général, mais Grifko avait réussi à tenir. Donc voilà. Et à noter que première victoire de la saison pour Arnaud Desmar. Ouais. Sur un sprint. Et d'ailleurs un sprint qui avait été survolé par la FDJ parce que je crois qu'il termine devant un de ses coéquipiers. Devant Michael Delage, ouais. Et Ouais, c'est Ladanius, quatrième. Donc voilà, c'était carton plein pour la FDJ qui avait... le jour d'avant, ils avaient d'ailleurs gagné le contre-la-montre par équipe. Je sais pas ça faisait combien de temps qu'une équipe française n'avait pas gagné un contre-la-montre par équipe, mais bon, Surtout les FDJ, quoi. en plus. Ensuite, le Tour de Murcie, gagné par Gilbert devant Valverde et Zacharine. Zacharine, un nom qui avait marqué la saison 2015 et qui Ah bah, visiblement... polémique. Oui, la polémique s'était faite toute seule, hein. Il n'y avait rien eu de polémique, si ce n'est une éclosion un peu soudaine d'un coureur, et beaucoup avaient crié au dopage, quoi. Bon, après, il avait prouvé sur le Giro que... Il avait quand même gagné une étape sur le Giro, hein, donc... Ouais, mais il avait raté tout le reste de la course. Visiblement, c'était pour Trofimov que ça jouait, du coup, c'est pour ça que... Non, au début, ça jouait pour lui, hein, mais très vite, il n'était pas dans le coup. Il Ouais. s'était fait larguer dès les premières étapes de montagne et tout le monde le présentait comme un possible top 10. En plus, c'était juste après la Romandie, donc il était très frais. Enfin, il était en grande forme et puis
Il a Ouais, pas la- réussi à C'est tenir. passé comme prévu. La Romandie où il avait vraiment impressionné tout le monde. Donc forcément, c'était très récent. On l'avait un petit peu hypé, plus qu'on n'aurait dû, puisque finalement, à part une victoire d'étape, hein, entre guillemets, il a un peu déçu sur le Giro. En soi, c'est déjà pas mal une victoire d'étape. Mais bon, Ouais, et puis c'était son premier par grand tour. rapport- c'est vrai que par Oui. rapport à ce qu'on a annoncé, c'est vrai que ça fait un peu. Une victoire d'étape en échappée quand même, c'est bon. Voilà. Mais une victoire d'étape, c'était en costaud en plus. Je crois qu'il s'était échappé du peloton sur une étape qui était pluvieuse, où les conditions météo étaient assez catastrophiques, et il avait réussi à résister, il me semble. De mémoire, hein, attention. Hein. Je crois qu'il s'était échappé avec Bataglin. Alors là, tu m'en demandes un petit peu Non, trop. non, non, c'était Bettencourt. Ah, Ouais, peut-être. l'autre type qui était passé totalement à côté. Mais lui, on s'y attendait. Ah, mais Bettencourt, il avait pas fait un Giro si dégueulasse que ça. Je crois qu'il avait terminé Dans les 20. dans les 20 premiers, ouais, un truc comme ça. 20e, je crois Mm. d'ailleurs même. Mais je crois qu'ils ont eu à peu près le même Giro en fait, où ils ont très mal commencé, ils sont revenus petit à petit. Ouais. Parce que oui, Bettencourt a bien fini son Giro. Hein. Je crois qu'il Oui. fait une deuxième place d'étape et tout vers la fin, et toutes dernières étapes. Enfin, lui, il a pas gagné d'étape par contre. Non, mais je crois bien que c'est là qu'il fait deuxième, derrière Zacharine. Ah oui. Mm. Alors là, je te laisse responsable de tes propos, je m'en rappelle plus du tout. Hein. Là, on est en train de parler du Giro de l'an dernier, alors qu'on devrait se concentrer sur les courses de Sur le mois de février. février, ouais. C'est vrai, Donc- c'est vrai. Revenons sur les courses. Donc, une autre classique italienne après le Costa degli e Trusci, c'est la Trofeo Laguglia, qui lui est plus pour les punchers normalement, il me semble. Mais là, c'est Fedi qui a gagné devant les sprinters, devant Colbrelli et Bollé. Ensuite, toujours une classique, cette fois en Espagne, c'est la Classica Almeria, gagnée par Howard devant Tsatevic et Sarah Montins avec des conditions un petit peu particulières, n'est-ce pas? Ouais, 21 km et 28 minutes de course. Donc un marathon. C'est ça. C'est parce qu'il y avait du vent, je crois, c'est quelque chose comme ça. Il y avait des énormes rafales de vent et c'est pour ça que Ouais, c'était dangereux, ouais. Ouais, Ouais. très mauvaises conditions. Je crois qu'il y avait un circuit qu'ils ont dû annuler. Ça a laissé 20 km. C'était assez ridicule du coup comme course. Voilà. Bon, ça a permis à Howard de revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que lui, ça faisait un moment qu'il performait plus alors qu'il avait fait des débuts un peu prometteurs. En même temps, il est habitué, hein, c'est un pistard, c'est pas beaucoup plus long que des épreuves de piste. Donc, Effectivement, ouais. On a vu plus long. Alors, pour repasser sur les courses à étapes, en Espagne, la Vuelta à Andalusia, gagnée par Valverde, qui a fait une petite démonstration sur la dernière étape, l'étape de montagne, avec une arrivée au sommet où il a attaqué relativement loin de la ligne et il s'est imposé et a décroché le général au profit de Van Garderen qui était leader à ce moment-là. Alors, j'allais me lancer sur la couleur du maillot, mais je sais pas exactement Rouge, quelle est je la crois. couleur du maillot sur la Vuelta à Andalusia. Bon, ben rouge. Pas rouge. Alors là, justement, hein, je savais pas du tout. aucune idée. Donc il gagne devant Van Garderen et Mollema. Et Buoni gagne aussi sa première étape de l'année. Donc voilà. Après démarre sur le Tour Méditerranéen, fait la Méditerranéenne, Buoni sur la Vuelta à Andalusia. C'est nos deux principaux sprinters qui ont, Oh, bah, c'est qui ont bien. chacun gagné leur étape. Et Cocard avait gagné 2 étapes sur l'étoile de Bessèges. Donc les 3 principaux sprinters français ont tous gagné quelque chose en ce mois de février. Mm. Voilà, quelque chose à dire sur la performance de Valverde? Une blague de mauvais goût à faire sur le fait qu'il attaque jamais et que là il l'a fait? Ah oui, oui, celle qu'on avait dite. Bah, Euh, oui, que son attaque avait été faite aux 5 km et que c'était à peu près de là que Contador attaquait en général, mais que pour Valverde, c'était 5 fois plus tôt que d'habitude. voilà, très bien. Voilà, Bravo, bravo. Elle était j'ai été pas obligé à la dire. pas du tout forcée cette blague. Hein. À Super. peine. Toujours du côté de fait pas très loin de l'Espagne, au Portugal, la Volta ao Algarve qui a été. Alors attention. Volta, bon, t'as le tour de l'Algarve, je vais pas m'embêter à le dire à la portugaise puisque je parle pas du tout portugais. Donc c'est Geraint Thomas qui gagne devant Jon Izagirre et Alberto Contador qui gagne sa première étape de l'année, l'étape reine d'ailleurs de la course. Et à noter que le 4e c'est Thibaut Pinot. Donc voilà, on retrouve quelques-uns des coureurs qui seront à surveiller sur les courses World Tour du mois de mars, enfin qui seront à surveiller de très très près parce que Thomas, Contador et Pinot c'est vraiment des coureurs qui vont jouer la gagne sur le Tirreno et sur le Paris-Nice surtout. Et Kittel, on l'a dit, qui a gagné également 2 étapes sur cette course. Donc voilà. Quelque chose à dire sur la performance de Contador, celle de Pinot ou Thomas, encore un membre de l'équation en Sky. Je pense que les deux favoris au début c'était Contador et Haru.
Il y en a aucun qui gagne le général. Contador fait une démonstration sur une étape. Ça montre aussi qu'il faut pas trop prendre au sérieux les classements pour l'instant parce que Ouais. Et Haru il termine deuxième, je crois, de cette étape, donc il est pas Oui. loin non plus. il termine deuxième mais à 20 secondes. Ouais, et rassure un petit peu de la performance qu'il avait fait sur la Volta. La Volta à Valencia, voilà. Le Tour de Valence. Je vais arrêter de dire les courses en mode espagnol parce que ça me réussit pas trop. Parce que sur le Tour de Valence, Haru, il avait fait travailler son équipe pendant une bonne partie de la journée sur l'étape raide, mais il s'était fait après éclater par Pols. Donc là, deuxième d'une étape, il se rassure un petit peu, je pense. Il rassure ses équipiers et son équipe. Surtout Vinokourov, ouais. Oui, qui est Après, pas, c'est... pas forcément très commode avec ses coureurs, hein, Vinokourov, dès qu'il gagne pas. Là, hein. ça c'est vrai. Ouais. Mais bon, c'est le début de saison, hein, c'est février. Haru il doit être prêt surtout en mai. Oui, Donc faut pas non plus s'attendre à ce qu'il soit prêt dès la mi-février pour mais gagner les étapes. pas en mai, fait surtout en juillet, parce que cette année, il veut jouer le Tour de France, Haru. Ouais. Ah oui, Ouais. oui, c'est Nibali qui fait le Giro et Haru le Tour. Ouais. Le Tour du Haut-Var, victoire de Vichot. Et oui, Vichot qui a pris une saison galère en 2015, qui gagne devant alors Rezu Serrada et Diego Ulissi. Hein, quand je vous disais qu'il a fait une bonne saison, Ulissi, il se montre encore là. Et à noter que la première étape a été gagnée par Slakter. Donc là aussi Renaissance. un de ces coureurs, non, mais un de ces coureurs qui est pas très régulier, mais qui arrive à faire des bonnes choses quand il est là, quand il est en bonne forme. Et donc Vichot qui gagne ce Tour du Haut-Var. Et Vichot qui a été très présent sur ce mois de février, puisqu'il gagne donc au Haut-Var. Il fait 3ème de la Drôme Classique, dont on va parler juste après, puisqu'elle a eu lieu juste après le Tour du Haut-Var. Il fait 7ème du Trofeo Lagoglia. Il fait 5ème de l'Étoile de Bessèges. Et il fait 7ème du Grand Prix de la Mercedes. Donc vraiment très régulier et vraiment présent tout le long du mois de février. Je pense qu'en un mois, il a fait autant. Il a fait même plus que ce qu'il avait fait en une saison en 2015, où il avait vraiment galéré. Il a Est-ce que- fait largement plus, oui. Ouais, je crois qu'il avait fait 3 top 10 sur 3 classiques sur toute l'année 2015, donc c'était pas vraiment très glorieux. Donc est-ce que vous pensez que Vichot va nous faire une grosse saison, Alexis? Je sais pas trop. Franchement, Vichot, un peu. C'est pas trop dire. Peut-être une victoire, si j'ose me mouiller un peu, sur le Grand Prix du Québec ou de Montréal. Il me semble qu'il a déjà été pas loin de la gagner, celle-là. L'une des deux. Il a fait deuxième de l'une des deux, je sais plus quand, il y a 2 ou 3 ans peut-être. Alors peut-être que s'il continue j'ai comme ça, regardé. pourquoi pas en gagner une, mais après, je sais pas s'il peut vraiment faire autre chose. Ouais, là il sera aligné sur le Paris-Nice, il me semble, Vichot. Donc le général ça va être dur vu qu'il y a un profil un peu montagneux, mais pourquoi pas une étape aussi. Pourquoi pas. Même Il y a si- du monde hein, sur Paris-Nice. quand Oui, même. voilà. Ouais, Je suis pas sûr que oui, c'est sur la start list du Tour du Haut-Var et pas très comparable à celle de Paris-Nice, mais bon. c'est ça. Il avait fait un gros Paris-Nice en 2014. Oui, mais c'était un Paris-Nice pour Puncher qui avait gagné Oui, Bétancourt. mais il avait Ouais. gagné une étape. Ouais, la dernière, celle qui arrive à Nice, il me semble. Et donc, même Mais c'est- s'il fait pas forcément un bon général, il peut gagner son étape. Ouais, mais c'est sur cette édition-là, il avait même fait un bon général, justement, du fait du profil plutôt avantageux pour. Il a fait dans le top 10, je crois. Ouais, Même, troisième. Troisième, Ouais. voilà, sur le podium, il était, ouais. Très bien. Donc, voilà, Vichot à suivre cette saison. Voilà, il fallait le prendre sur Rival. Avec sa saison pourrie, il devait pas coûter très cher cette année. On l'aura oublié. Ouais, moi, je l'ai pas pris en tout cas. Je sais pas vous, mais. Ouais, pareil. On reste en France avec le Tour de Provence que gagne Vauclair devant Vacoq. Un nom à noter, puisqu'on va en reparler de ce petit Vacoq. Et Calmejeanne. Alors je me suis lancé dans un Calme Jeanne. Ouais, à l'anglaise. Calmejeanne, on va dire, à la bonne franquette. Vauclair qui gagne son étape. Martinelli qui gagne également son étape, un petit peu dans des conditions particulières, avec une chute dans le dernier virage. Du coup, Gaviria lui laisse l'étape, et Gaviria remporte l'étape le jour suivant. Donc voilà. Kenan, tu sembles bavard sur Calmejeanne, qui a un nom vraiment à coucher dehors, mais qui est pas un mauvais coureur. Ouais, non, 23 ans, assez bon. Première saison chez les pros. Donc, passé chez Direct Energy, là. Et il a fait un bon mois aussi. Parce il a fait donc meilleur jeune de la Méditerranéenne, deuxième meilleur jeune du Tour du Haut-Var et deuxième meilleur jeune du Tour La Provence. C'est régulier, il n'y a pas de victoire, mais il y a beaucoup de très bons résultats, donc à surveiller. Ouais, et il est même 10ème de la Drôme Classique, alors qu'il était dans l'échappée matinale et qu'il a vraiment beaucoup donné dans le final. Moi j'ai vu la course, c'est assez impressionnant qu'il arrive à faire 10ème après tant d'efforts. Hein. Donc vraiment, ouais, un très gros mois de sa part pour un néo-pro, c'est pas mal du tout. Ouais, il peut faire une belle saison.
et une belle carrière ensuite. On enchaîne avec deux classiques françaises qui sont maintenant qui se suivent un jour sur l'autre. C'est la classique Sud-Ardèche et la Drôme classique, qui ont toutes les deux été remportées par alors Pietre, comment on dit son prénom, bon Vakok, le coureur de ETX, champion de République tchèque il me semble, qui donc est sans doute la révélation de ce mois de février, puisque en plus de ces deux victoires, il gagne également, non il gagne pas, mais il se place sur le Tour de Provence puisqu'il termine deuxième derrière Vauclair. Et et même on l'a vu, alors ça c'est pas du mois de février, mais aujourd'hui, au moment où on enregistre le podcast, il y a eu les Strade Bianche qui sont courus, et Vakok a encore fait une bonne place sur cette course avec une concurrence assez importante. Donc Vakok, c'est un petit peu la révélation de ce mois de février. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a quand même gagné le Souvenir Francis Delpech. Ah, il voulait la sortir celle-là. Très bien, très bien. C'est- Ça s'est fait, ça s'est fait. Il y en a une qui était beaucoup plus drôle concernant les noms, c'est quand même le nom justement de la Drôme classique, je crois, un truc comme ça. Ouais, qui est la Royal Bernard. Et Royal Bernard, c'est une entreprise qui fait de la volaille dans la Drôme. Voilà, donc c'est vraiment une course qui a un nom vachement classe, quoi. Ouais, t'es content quand t'es sponsorisé par ça, c'est Voilà. prestigieux. Et donc Vakok, alors Vakok, j'ai pas précisé devant qui il gagnait. La classique Sud-Ardèche, il la gagne devant Simon et Seri, et la Drôme classique, il la gagne devant Backlands et Vichot, justement. Donc, alors, c'est pas forcément une concurrence top niveau mondial, mais c'est quand même des coureurs qu'on connaît. Mais voilà, Vakok, c'est vraiment le coureur à suivre dans les semaines qui viennent. Même si, quand même, dans son équipe ETX, il y a une sacrée concurrence pour le leadership, mais il va sans doute avoir des libertés vu ce qu'il a montré dans ce mois de février. Il est encore Ouais. jeune, hein. Il est encore jeune. Il a 23 ans, ce que je vois. Il a gagné une étape du Tour de Grande-Bretagne l'année dernière, donc ouais. Sur des petites courses entre guillemets comme ça, il y a moyen qu'il continue à jouer sa carte et à force à évoluer et monter les échelons au sein de l'équipe. Est-ce Ouais, que vous puis- pensez... Vas-y. Enfin après, on dit qu'il y a beaucoup de monde chez ETX, mais on disait aussi ça pour Alaphilippe l'an dernier, puis ça a Il s'en donné est 2 sorti, fois ouais. deuxième de classique ardennaise, donc lui Certes, c'était la certes. grosse révélation de l'an dernier. Vakoc, c'est parti pour être la grosse de cette année. S'il Ouais. confirme, il peut vite se faire sa place. Ouais, bah il va falloir quand même qu'il se fasse sa place parce qu'il va avoir face à lui Alaphilippe et Martine. Ça fait deux gros. Alors Martine gros cador, Alaphilippe gros espoir, qui a déjà prouvé pas mal de choses. Donc est-ce que vous pensez qu'il aura déjà sa chance ne serait-ce que en World Tour, quoi? Sur un malentendu, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je sais pas, imaginons une chute, comme ça arrive souvent sur les Ardennaises, leader mal placé, bah, c'est à son tour d'y aller, quoi. Enfin, imaginons, je sais pas, Martine il tombe, Alaphilippe est en queue de peloton, de l'ordre de, je sais pas, par Ouais, exemple, ouais. du mur du lit, il y a moyen que ce soit lui qui y aille si c'est lui qui est placé. Enfin, Ce que veut dire, c'est qu'en fait le mois de février, il a fait un petit peu changer de statut chez ETX. Disons qu'il va être un peu plus protégé qu'avant, quoi. On va lui faire plus confiance. ouais, Oui, voilà. Ouais. pas autant que de précédemment cités, mais oui, pourquoi pas. Ouais. Donc si il y a chute de Martine, disons que ce sera pas un des coureurs qui devra s'arrêter sur le bord de la route pour le raccompagner dans le peloton, quoi. On le laissera devant. Ouais, on ne voudra ouais, pas ça pourrait sacrifier un arriver. coureur de son niveau, je pense. Ouais. Ouais, voilà. Après, il y a peut-être le facteur forme qui doit beaucoup jouer aussi, parce que c'est le début de saison, peut-être que lui, il est vraiment en forme beaucoup plus tôt que tout le monde. L'avenir nous le dira. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ah, la réponse des faibles que vous m'avez faite, là. Mais bon. On arrive donc sur la toute fin du mois de février. Et la toute fin du mois de février, c'est le début, les premières classiques pavées, les premières flandriennes, avec tout d'abord le Het Nieuwsblad, qui a été remporté par Van Avermaet, devant Sagan et Benoît. À noter la belle 5ème place de Goujard, qui était dans l'échappée matinale et qui a résisté de façon assez admirable dans le final. Et également le Kurn-Bruxelles-Kurn, bon, une classique flandrienne un petit peu moins dire que le Het Nieuwsblad, puisque il y a pas beaucoup de secteurs pavés, il me semble, sur le Kurn-Bruxelles-Kurn, mais il y en a quelques-uns quand même. Voilà. Et le Kurn-Bruxelles-Kurn, lui, a été remporté par Stuyven à la suite d'un numéro assez impressionnant de soliste. Devant, tout simplement les sprinters, Christophe qui fait 2ème et Boigny qui fait 3ème. Et Groenewegen gagne 4. Voilà, j'allais te lancer dessus. C'est ça. Donc voilà, un premier week-end de Flandrienne. Déjà qui nous confirme la bonne prestance de Benoît après ses superbes courses de l'an passé alors qu'il était néo-pro. Et également, j'ai envie de vous poser la question, Van Avermaet, alors petite statistique, Van Avermaet n'a jamais gagné une grosse classique entre guillemets, si ce n'est Paris Tour en 2009 il me semble, mais qui n'est pas vraiment une classique flandrienne. Là,
il gagne le Lattersblad. Est-ce que vous pensez que c'est l'année Van Avermaet, c'est l'année où il va arrêter de faire des podiums et l'année où il va commencer à lever les bras et gagner des courses? Qu'est-ce que vous en pensez, Kenan? Ouais, je vois pas en quoi c'est une statistique. Moi, c'est la vérité générale que Vermaat peut pas gagner. Donc, Bah, il t'a prouvé un peu, il a prouvé le contraire sur ce week-end justement. ouais, sur le Het Nieuwsblad. Maintenant, bon, autant là, les coureurs, bon, limite, ils ne veulent pas trop s'épuiser, autant sur Paris-Roubaix ou sur le Tour des Flandres, ils se donneront tous à fond. Tu auras des cadors en plus, donc non, je pense pas qu'il puisse gagner. Il peut faire une belle saison sur les pavés comme chaque année, en fait, mais pas plus pour moi. Est-ce que tu Ouais. penses que la malédiction Van Avermaet s'annule quand il y a Sagan dans son groupe, quand il gagne devant Sagan? Parce qu'on l'a vu sur le Tour de France, et là Ouais, c'est pareil. J'allais justement dire ça, tiens. Vas-y. Non, mais c'est tout, j'allais dire ta phrase. Ah voilà, je t'ai devancé, je suis désolé. Ouais, bah, Van Avermaet devant Sagan, encore une fois, c'est un petit peu. Bah, ça va devenir la bête noire de Sagan. Même si, à mon avis, Sagan n'en a pas qu'une seule bête noire, parce que les deuxièmes places et les places d'honneur, il les enchaîne. Mais Il y en bon. a presque autant que Van Avermaet d'ailleurs. Ouais. En fait, le truc, c'est que là, tu te retrouves avec Van Avermaet qui finit toujours deuxième, Sagan qui finit toujours deuxième, Etix qui finit toujours deuxième, et Degenkolb bah, qui y manque un doigt. Donc, bon, il va pas Degenkolb, rester il a pas grand. participé, si. Non, Degenkolb, il est blessé là. il est Ouais, c'est out là pour ce les que je pensais. classiques. Donc, bah, il va pas rester grand monde dans les gros favoris qui n'est pas de malédiction pour perdre. Donc, ça va être Bah, le Cancellara. Christophe, Cancellara et. Christophe d'ailleurs sur l'Omlop, il est un peu passé au travers, hein. Bah, il a pas pris le bon coup et forcément derrière. Oui, il s'est fait Bonnen, piéger. il est encore juste sur ses débuts de classique. Moi, ce qui me plaît bien, par contre, c'est Petit qui fait 7ème et 13ème aussi sur le Kurneux. Il se disait bon coureur de classique, il a jamais vraiment réussi à Cofidis, mais là, apparemment, il s'en sort. Ce serait bien qu'il y arrive. Ouais, il fait Enfin, mieux. il fait mieux que les années précédentes, en tout cas. Ouais, il fait mieux que Desmar surtout, qui lui s'est complètement Oui. raté sur l'Agnesblad. Démarre, faudra qu'il se remette en question un moment parce que là, Bon, après, Neymar est quand même 11ème sur Kurneux, mais bon, voilà, Ouais, comme mais dit, 11e, comme le dit c'est- Kenal, c'est que le Kurneux, quoi. Ouais, mais sur Kurneux, Il- ouais, le groupe était plutôt imposant des sprinters. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui était piégé, quoi. ouais, mais Ouais, attends, il a fini il quand même s'est derrière spécialisé. Wisniewski. Donc voilà. Ah, bah. Derrière Scott Thwaites, non, mais attends, Bon, il s'est Scott spécialisé Thwaites- dans les classiques pour faire des gros scores sur Paris-Roubaix, tout ça, et il n'arrive pas à faire un top 10 sur Kurn ou sur l'Omloop. Donc, Ok. faudra veux bien le- vraiment qu'il On peut force. même dire que sur l'Omloop, il s'est loupé. Omloop. Ouh. Ouais. Ah, c'est la blague classique de merde du podcast. Toujours Alexis Ouais. pour la sortir. Exactement. C'est Voilà. vrai que tu nous avais manqué pour ça. C'est la tradition, voilà. On l'a eu, au moins, on est sûr qu'il n'y en aura sans doute pas une deuxième. C'est Oula. fait. Je sais pas Attends. encore. Oui, alors il faut pas trop se prononcer sur ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas. L'avenir nous le dira, comme il a dit tout à l'heure. Exactement. Voilà, donc ben voilà pour le premier week-end des classiques qui va arriver rapidement, puisque ben, voilà, mois de mars, c'est le 3, c'est Gent-Wevelgem, et puis c'est le Tour des Flandres à la toute fin du mois de mars, donc il y aura quand même pas mal de choses à dire le mois prochain sur ces courses-là. Mm. Et le mois se termine avec également une classique en Suisse, le Grand Prix de Lugano, remporté devant Colbrelli, qui est remporté par Colbrelli devant Ulissi et Ferrari. Donc Colbrelli un petit peu, comme tu le disais, Kenan, spécialiste de ce genre de classique. Donc qui remporte là au sprint, encore une fois. Ça fait une victoire pour Bardiani, c'est toujours ça, hein, une équipe qui court après les victoires quand même. Même si elle réussit beaucoup sur le Giro, on verra cette année si c'est pareil. Et puis il y a également Ouais. eu le Tour du Langkawi, le fameux Tour du Langkawi, course préférée de ton sprinter préféré, Kenan. Pas du tout. Ah. Ah, il est dans mon équipe préférée, mais j'aime pas ce type-là. Il a encore gagné, Guardini. Trois il a étapes. gagné 3 ou 4. Il me semble que c'est 3. 3 Enfin, bon. Ouais, De bah, moment. écoute, je crois qu'il a gagné une fois en dehors du Langkawi depuis qu'il est chez Astana. Un truc comme ça. Ah ouais, à ce point, ta stat, est-ce que tu es sûr de sa stat? Parce que ça me paraît quand même bien faible. Comme, Je suis pas sûr. Alors, déjà, c'est bien une étape. Ça me C'est bien paraît 4 étapes. plutôt réaliste. Ah, c'est 4 étapes, d'accord, ok. Et donc, alors, attends, parce que depuis qu'il est chez Astana, Je sais que plus de la moitié de ses victoires professionnelles sont sur le Tour du Langkawi, même de façon très large. alors depuis qu'il est chez Astana, non, il a gagné plusieurs fois en fait, ailleurs. Ah. Il a gagné, ouais, presque 6 ou 7 fois Ouais, en non. fait. Ah, donc en Parce fait, qu'il a, stat en bois. bah, il a beaucoup gagné l'an dernier. Voilà. Tour Voilà. d'Oman, Tour de Picardie. Bon. Super prestigieux. Il a C'est réussi surtout à dans se le faire Kawi battre. qu'il a gagné. Pardon, j'ai pas entendu. C'est
c'est surtout Langkawi qui a gagné. Enfin, quand on regarde les stats, c'est vrai que c'est. Oui, enfin, la Oui, comme j'ai dit, grande majorité de ses victoires, c'est là. Hein. plus de la moitié de ses victoires professionnelles, c'est sur le Tour du Langkawi, quoi. Et il a réussi à se faire battre sur les sprints par Murphy, un coureur de Ouais. Unité Lesker, il me semble, mais qui fait lui aussi un bon mois parce qu'il me semble qu'il gagne une étape du Herald Sun Tour, il me semble, un truc comme ça. Donc, C'est sûr que là-bas, ça fait toujours bien, quoi. non, mais voilà, et ça va, ça va. Et il s'est fait aussi battre par Marezco, le grand espoir italien de Southeast, qui avait déjà gagné une étape sur le Tour de San Luis, qui avait offert une petite polémique parce que Viviani lui avait gueulé dessus parce qu'il était censé. Enfin voilà, on va pas revenir sur le micmac de la dernière étape du Tour de San Luis. Et au général, le Langkawi a été remporté par Van Rensburg, qui a bien profité des bonifications qu'il a pris sur les sprints massifs et qui a également profité du fait que l'étape Rennes n'a pas vraiment été très sélective alors qu'elle avait été remportée par celui que tout le monde attendait, à savoir Miguel Angel Lopez, le coureur de chez Astana, qui a malheureusement perdu du temps sur une étape qui a suivi. Alors je sais pas vraiment comment il s'est fait prendre par une cassure, un incident mécanique, je sais pas trop. Je dois bien vous l'avouer. Mais du coup, il termine que 3ème du général, le jeune coureur Astana, le jeune Colombien, qui montre cette année que ce qu'on avait vu l'an dernier sur sa pomme, notamment sur le Tour de Suisse, n'était pas usurpé parce que vraiment, ça va être un des coureurs à surveiller cette année et une des potentielles révélations en montagne. Quelque chose à dire ? Ouais, il n'utilise plus jamais l'expression sur sa pomme. D'accord. je note assidûment. Putain, j'enchaîne avec une autre expression. Et juste pour terminer le podcast, puisque on arrive quand même vers la fin, juste sur les 2 courses du mois de mars, Paris-Nice et Tirreno, j'aimerais vous entendre et savoir quels seront les coureurs pour vous qui seront à surveiller sur ces 2 courses. Parce qu'il y a quand même des belles start lists de côté. À votre avis, tout d'abord sur Paris-Nice, qui c'est qui sera surveillé ? Kenan ? Contador, forcément. Ça fait longtemps qu'il y est pas allé, mais bon. Là, il y va surtout 6 ans. Il y va pour gagner. Hein. Avec lui, c'est toujours ça. Puis, c'était sa course préférée, une époque quasiment. Donc, Ouais, il a Majka avec lui, donc ça pourrait être déjà une belle équipe. Voilà, un bon renfort pour lutter face à la Sky, sans doute, parce que un des gros favoris, à mon avis, c'est aussi, moi, c'est celui, à mon avis, que je mettrais peut-être favori, enfin, qui sera son principal adversaire, c'est Geraint Thomas, qui a gagné tout simplement le Tour de l'Algarve et qui vient là, comme d'habitude, avec Sky, avec une très grosse équipe. Il y a Roche, il y a Henao, donc vraiment, il y a de quoi faire bien cadenasser la course, donc lui aussi sera surveillé. Et Alexis, ouais, qui tu attends sur cette course ? Plusieurs personnes en fait. Déjà, moi je veux voir Richie Porte à la BMC, voir ce que ça donne sur une course d'une semaine. Parce que quand il était à la Sky, il s'en sortait tout ça, mais je veux voir ce que ça va donner là maintenant. Évidemment, Contador, la dernière fois qu'il est venu en 2010, il l'a gagné. Il va revenir, il va sûrement la gagner, moi j'espère. Et surtout Geraint Thomas. Voir s'il confirme son début de saison, les espoirs placés en lui depuis l'année dernière surtout. Enfin voilà, je veux voir un peu tout ça. Ces 3-là principalement. Ouais, et le profil de cette année, il n'y a plus le contre-la-montre sur les pentes du Col d'Ez, il y a un seul prologue, donc en fait c'est le seul contre-la-montre qu'il y a, c'est l'étape d'ouverture. Il y a par contre une arrivée au sommet, donc un profil assez montagneux et qui pourrait justement avantager quelqu'un comme Contador face à Thomas ou Porté, non, il faut que j'arrête de l'appeler Porté, ou Porte, voilà, puis qui Ça peut aussi désavantager Dumoulin. Ouais, Dumoulin aussi qui est présent, et ça pourrait avantager Roland, qui va mener la Cannondale. Même s'il a Talansky dans l'équipe. Bon, même si Talansky, c'est pas forcément une assurance touriste, on le sait bien. Ce que je vois, ce que j'ai lu, c'était Roland le leader quand même. Ouais, mais il me semble que Roland était malade pendant le mois de février, donc à voir s'il a réussi à récupérer. C'est à force de s'entraîner avec des entraînements modernes. Parce qu'apparemment, il n'est pas habitué, le jeune homme. Ah, d'accord. Et pour dédicace à Alexis, il y a quand même Kruijswijk aussi, qui sera présent sur Paris-Nice. Donc voilà. À suivre. Et il y a Bardet évidemment côté chance française qui sera peut-être sans doute celui qui sera le plus à suivre entre lui et Roland. Je mise plus d'espoir sur Bardet qui a montré déjà des choses sur le mois de février avec sa seconde place. Il y a Kelderman surtout, je réfléchissais à ça mais... Ouais, mais il n'y a pas de chrono pour Kelderman. Tu vois, c'est pour ça que j'avais plus pensé sur Kruijswijk. Mais pas tout ça. Il privilégie Kelderman quand même, je pense. Oui, à mon avis, oui. Enfin, on verra bien. Si vous voulez, très bien. Enfin, à côté de ça, il se fout totalement du Tirreno. Oui, c'est pas faux, effectivement. Mais vous voyez vraiment privilégier Kelderman à Kruijswijk, alors que Kruijswijk est sur un Giro, justement. L'année dernière, il a fait un gros Giro où il est revenu sur le devant de la scène, et Kelderman, au contraire, l'année dernière, c'était pas sa meilleure saison. À voir.
Le Giro, c'était une course et c'était il y a presque un an. Voilà. Après, Kruijswijk, s'il renaît, tant mieux. Il pourrait servir de bon équipier, mais moi, je pense vraiment qu'ils vont tout miser sur Kelderman parce que depuis l'absence de Mollema, ils comptent beaucoup sur Rezink, Kelderman et après sur Kruijswijk en dernier recours. Ok, Kruijswijk a été plus performant pour l'instant, mais Fait Kezink a aussi fait de belles choses hein, sur le Tour de France. Même si là, il n'est pas présent sur le Paris-Nice. Passons à Tirreno, donc dernière, fait l'autre course World Tour du mois de mars. Bon, si on accepte bien entendu le Tour de Catalogne, mais qui vient pas plus tard. Mais celle qui est en concurrence avec Paris-Nice, disons. Là aussi, une assez belle start list. Même s'il y a un profil qui est pas forcément aussi difficile qu'on pouvait l'avoir il y a ces dernières saisons où on avait des arrivées en haute montagne assez impressionnantes. Là, j'ai regardé vite fait le profil. Il y a une étape qui m'a l'air assez tendue parce que, comme d'habitude, sur le Tirreno, on a des étapes qui sont très très longues. Mais peut-être pas le profil le plus sélectif qu'on ait vu ces dernières années. Qui c'est que vous entendez, vous, sur cette course, Alexis? vraiment beaucoup trop de noms pour en citer, hein. Entre Mollema, l'Armada Sky, la Katusha, enfin avec Rodriguez. Il y a Chavez aussi qui est pas si mauvais. Faut voir Ewan sur les sprints, Valverde. Enfin, il y a vraiment un monde impressionnant. Moi, je veux surtout observer Pinot, voir s'il peut enfin, maintenant qu'il y a plus de monde sur Paris-Nice, voir s'il a plus de chance. Et voir Boasson-Hagen, voir s'il a peut-être remporté un sprint. Je mise là-dessus. Ouais, l'Armada Sky, encore une fois, on revient sur le débat, à savoir qui c'est qu'ils vont privilégier entre Pouls, Koning et Kwiatkowski. Hein. Donc ça fait quand même trois quarts. Kwiatkowski, c'est un peu moins quand même. Ah mais comme je te dis, le profil n'est peut-être pas aussi montagneux qu'on pouvait l'avoir ces dernières années. Donc peut-être que Kwiatkowski peut justement se retrouver sur ce genre de parcours. Et puis là, je regarde, même au niveau du sprint, ça va être serré, hein. Entre Bah, après- Nizzolo, Viviani, c'est impressionnant. De façon historique, le Tirreno a toujours été un petit peu la préparation pour Milan-San Remo pour les sprinters, quoi. Plus que Paris-Nice. Là, il va vraiment falloir bien le suivre, parce qu'il va être très intéressant, je pense. Ok. Kenan, t'as des noms aussi à mettre en évidence? Ouais, je suis assez curieux de voir ce que Pinot va faire. Parce que il est assez bon, il est en assez bonne forme déjà assez tôt. Et puis après, Nibali aussi, hein. Nibali, c'est un double vainqueur, donc voir ce qu'il peut faire maintenant, vu que cette année il vise le Giro, ce qu'il avait plus fait depuis quelques temps. Puis voilà, ces deux-là, principalement. Ouais, moi je fais attention. Nibali qui a gagné Oman aussi, faut pas l'oublier. Ouais, ça. aussi. Et un qu'on n'a pas du tout vu dans les semaines qui précèdent, c'est Uran, qui est visible, qui est annoncé leader de la Cannondale, sa nouvelle équipe. Donc à voir aussi ce qu'il peut donner, même si peut-être pas assez de montagne pour lui. Donc voilà. Il faudra faire aussi attention à Dan Martin. Dan Martin, en tant que puncher, ça peut être vraiment un tour pour lui, vu le profil Ouais, qu'il a. si c'est moins montagneux, oui. Ouais, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir, vu qu'Uran et Martin ont échangé leurs équipes, quelle équipe s'en sort le mieux avec son nouveau coureur. Ouais. Ça sera la Sky comme d'habitude. Même si c'est aucune des deux équipes, mais là. Eux, avec Landa qui gagnera le Tour d'Espagne et peut-être Kwiatkowski champion du monde, oui. Tu l'annonces déjà. Kwiatkowski champion du monde Ah, j'ai dit Qatar. peut-être. au Qatar, j'avoue. C'est On a- osé, là. On a statué que c'était le Qatar en fin de saison, et toi tu annonces Kwiatkowski. Bon, je statue qu'il sera pas champion du monde. Très bien. Par contre, Landa sur prends un risque. le Tour d'Espagne, tu l'annonces. Non, je dis que c'est possible. Ah, le mec prend pas de risque, quoi. C'est possible, d'accord. Prendre des risques, non. Je mais peux le dire, hein, Vauclair va gagner Liège-Bastogne-Liège, c'est possible. Il était pas loin à un moment donné. En fait, je me Stratégie, souviens d'un commentateur il y a quelques années qui avait dit que Jérôme Pinot gagnerait l'Amstel un jour. Et ça s'est pas du tout passé, il passe pour un con. Donc je pas Thierry préfère ne Adam, pas par m'avancer. Très Non, bien. c'était sur Eurosport. Tu veux éviter de passer pour un con. Bah, t'es Ouais. pas après quand même, mon cher. Ah, mais pas plus C'est- que d'habitude, voilà. Voilà, ok. Quelque chose à dire pour conclure ce mois de février? Quelque chose de particulier qui a attiré votre attention et qu'on n'aurait pas encore abordé? Non, moi je voulais parler de Groenewegen, mais on en a déjà abordé, donc... Ouais. Il avait un objectif dans le podcast, c'était Grand Vegan. Ah, C'est mais pour ça je qu'il a voulais dit montrer qu'il que j'avais raison, quoi. Voilà, un bon prono de la part d'Alexis. On va voir ce qu'il va faire Ça dans arrive la, tellement peu souvent que voilà. dans la suite de la saison. Et puis Oui, surtout parce que on arrive sur les courses qu'il aime bien, puisque Groenewegen, il me semble il a brillé sur un Paris-Roubaix Espoir ou un Tour des Flandres Espoir, donc il aime bien les classiques, quoi. Si je me souviens bien, c'était ça, un truc comme ça, ouais. Ouais, voilà, donc en tout cas, je sais que tu surveilleras beaucoup ton poulain. Kenan, quelque chose à dire
Bon, un mot à dire avant de qu'on se quitte. Bonjour. Ça va? Non mais je vous ai déjà dit que les blagues non sensiques à la fin du podcast, c'était pas obligé. Hein. Non, mais t'as dit un mot, moi, je sais pas. Un mot, c'est quand même vachement limité. D'accord, très bien. Bon, ben moi je vais dire au revoir. Un mot de façon Il s'en est deux. Ouais, Voilà. déjà. Oh là là, il est temps de conclure. J'espère que vous avez apprécié ce petit podcast qui faisait un petit peu listing, mais bon, on a essayé d'évoquer le plus de choses possibles qui s'étaient passées sur le mois de février. Le mois de mars sera aussi très chargé, mais je pense qu'on va faire plus qu'un podcast, puisqu'il y a quand même des courses World Tour qui auront sans doute droit à leur émission particulière. Donc ben voilà, on se donne rendez-vous dans le mois de mars. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou même sur iTunes, puisque le podcast est disponible sur iTunes. Je le dis pas assez souvent sur les podcasts. Je fais pas très bien mon travail. Et là, je parle comme Ribéry, il va falloir qu'on quitte vite fait cette émission. Donc mais voilà. Ciao. Au revoir. Salut.